Octobre 1942, station 105, aérodrome de Charleston, Angleterre. La tente chirurgicale accueillit un autre navigateur blessé alors que le colonel Malcolm Cummings-Grow se penchait sur la table d'opération, ses mains travaillant à retirer des fragments de flak allemand de la cavité thoracique du jeune homme. Les éclats de métal avaient traversé sa veste de cuir aussi facilement que du papier à travers du tissu. L'esprit de Grow enregistrait ce que ses yeux avaient vu des dizaines de fois ces dernières semaines. La trajectoire était à faible vélocité. Le schéma de la blessure suggérait que les fragments avaient déjà perdu la majeure partie de leur énergie avant l'impact. Si seulement il y avait eu quelque chose, n'importe quoi, entre la peau de ce jeune homme et l'éclat d'obus explosant à l'extérieur de son bombardier. À travers la tente chirurgicale, Grow pouvait entendre un autre B-17 atterrir. Des moteurs toussant après avoir traversé la Manche au retour d'un autre raid diurne au cœur du Reich d'Hitler. Au loin, d'autres ambulances approchaient. Les calculs devenaient insupportables. Près de 70% des victimes défilant dans son hôpital de campagne présentaient la même caractéristique de blessure. Des missiles à mouvement plus lent, des fragments de flak qui culbutaient dans les airs après que les obus anti-aériens éclataient autour des bombardiers américains à 6100 mètres. Des morceaux de l'avion lui-même, arrachés par les explosions et transformés en projectiles mortels à l'intérieur des fuselages exigus. Le jeune navigateur survivrait. D'autres, ce jour-là, ne survivraient pas. Alors que le chirurgien s'éloignait de la table d'opération, il prit une décision qui allait modifier les calculs de la guerre aérienne. Ces blessures étaient évitables. La technologie pour les prévenir existait déjà, avait existé pendant des siècles. Quelqu'un avait juste besoin de poser la bonne question au bon endroit. En quelques mois, cette question sauverait la première de ce qui finirait par devenir des milliers de vies. L'hémorragie des équipages de bombardiers non protégés avait commencé le 17 août 1942. Lorsque le 97e groupe de bombardement lança la première mission de bombardiers lourds américains de la guerre. 18 forteresses volantes B-17 traversèrent la Manche pour attaquer les installations de triage de Rouen-Sotteville en France occupée. Le major Paul Tibbets dirigea 12 bombardiers contre l'objectif principal, tandis que 6 autres effectuaient une mission de diversion. Tous les avions revinrent sains et saufs, mais l'opposition relativement légère près de la côte française s'avérerait trompeuse. Alors que la 8e Air Force s'enfonçait plus profondément dans le territoire contrôlé par l'Allemagne durant l'automne et l'hiver 1942, les statistiques des pertes commencèrent à raconter une histoire sombre qui contredisait toutes les hypothèses sur le bombardement de précision diurne. Octobre 1942 apporta la première analyse complète des pertes au combat de la 8e Air Force. Les officiers médicaux compilèrent des données sur chaque aviateur blessé passant par les hôpitaux britanniques. Les chiffres révélèrent un schéma qui stupéfia les planificateurs militaires qui s'attendaient à ce que la menace principale soit les avions de chasse allemands et leurs mitrailleuses. Au lieu de cela, l'analyse montra qu'environ 70% de toutes les blessures d'équipage de bombardiers résultaient de projectiles à relativement faible vélocité. Non pas des balles de Focke-Wulf 190 ou de Messerschmitt 109, mais des fragments d'obus anti-aériens explosant et des morceaux des bombardiers eux-mêmes arrachés par les explosions de flak. L'environnement de flak au-dessus de l'Europe occupée était sans équivalent avec ce que les planificateurs aériens américains avaient anticipé. Les batteries anti-aériennes allemandes, appelées Flugabwehr ou Flak, avaient été développées et affinées pendant des années de combat. Fin 1942, la Luftwaffe avait positionné des milliers de canons autour des cibles stratégiques. Le canon flak standard de 88 mm pouvait tirer des obus à des altitudes dépassant 9100 mètres. Chaque obus transportait une fusée à retardement conçue pour détonner à une altitude prédéterminée, transformant l'enveloppe de l'obus en centaines de fragments tranchants comme des rasoirs, se déplaçant à des vélocités létales. Le colonel Grow comprit immédiatement les implications médicales. L'analyse d'octobre révéla que les blessures au torse constituaient la majorité des blessures mortelles. Les blessures à la poitrine représentaient 36% des décès parmi les équipages non blindés, tandis que les blessures abdominales en ajoutaient 39%.
Combinées, les blessures au corps central représentaient 75% de tous les décès parmi les équipages de bombardiers. Les calculs étaient simples. Protéger le torse, réduire les décès. Mais la solution n'était pas évidente. Les United States Army Air Force n'avaient aucun programme de gilet pare-balles en 1942. Le concept d'armure personnelle était tombé en disgrâce militaire pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les expériences avec des gilets d'acier avaient prouvé que le poids était prohibitif pour les soldats d'infanterie qui avaient plus besoin de mobilité que de protection. La guerre aérienne présentait des paramètres différents. Les équipages de bombardiers étaient déjà encombrés par l'équipement à oxygène, les parachutes et les combinaisons de vol lourdes. Ils opéraient dans des espaces confinés où la mobilité importait moins que la survie. Plus crucialement, ils faisaient face à un profil de menace spécifique dominé par des fragments à mouvement plus lents plutôt que par des balles à haute vélocité. La formation chirurgicale de Grow lui donnait un aperçu que les planificateurs militaires n'avaient pas. Il comprenait la balistique des blessures. Un fragment d'un obus de flak, après avoir parcouru 180 mètres depuis le point d'explosion jusqu'à l'avion, avait perdu la majeure partie de sa vélocité initiale. De tels projectiles se déplaçant peut-être de 150 à 300 mètres par seconde pouvaient être arrêtés par une plaque d'acier relativement fine. Le même principe s'appliquait aux fragments de la structure de l'avion arrachés par les explosions. Il ne s'agissait pas de balles perforantes voyageant à 900 mètres par seconde. C'étaient des morceaux de métal culbutants qui avaient déjà dépensé une grande partie de leur énergie cinétique. En octobre 1942, Grow soumit une proposition au quartier général de la 8e Air Force demandant l'autorisation de développer une armure personnelle pour les équipages de bombardiers. La proposition citait l'analyse des pertes et incluait des croquis préliminaires d'un gilet incorporant des plaques d'acier chevauchantes cousues dans du tissu. Le design s'inspirait de l'armure historique, en particulier de l'armure de brigandine médiévale, qui utilisait le même principe de petites plaques chevauchantes pour offrir de la flexibilité tout en maintenant la protection. La réponse initiale du commandement de l'Air Force fut le scepticisme. Le poids était la préoccupation immédiate. Les équipages de bombardiers transportaient déjà environ 18 kilos d'équipement, y compris les parachutes, les systèmes à oxygène et les combinaisons de vol. Ajouter une armure substantielle semblait peu pratique. Il y avait aussi des inquiétudes concernant le coût, la capacité de production et la question de savoir si les équipages porteraient réellement l'équipement au combat. Certains officiers soutenaient qu'améliorer la capacité d'escorte des chasseurs serait plus efficace que de fournir une armure. Grow persista. Il proposa un test sur le terrain limité, produire une petite quantité de gilets par éclat, les distribuer aux équipages, suivre les statistiques des pertes par rapport aux équipages non protégés, laisser les données prouver le concept. Le quartier général autorisa l'expérience avec une condition critique. L'armure devait être développée rapidement et fabriquée en dehors des canaux d'approvisionnement militaire normaux. Les Army Air Force manquèrent de capacité pour produire de l'armure sur le territoire national à court préavis. Grow contacta les Britanniques pour obtenir de l'aide. La Royal Air Force avait expérimenté des gilets pare-balles pour ses propres équipages de bombardiers, mais avait rencontré des obstacles. Les bombardiers britanniques, en particulier l'Avro Lancaster, qui formait l'épine dorsale du Bomber Command de la RAF, avaient des postes d'équipage extrêmement exigus. Les espaces confinés rendaient une armure encombrante peu pratique. Les expériences d'armure de la RAF avaient été abandonnées fin 1942 comme irréalisables pour leur configuration d'avion. Cependant, les bombardiers américains offraient plus d'espace intérieur. Le B-17 et le B-24, bien que certainement exigus selon tout standard civil, offraient un peu plus de place que le Lancaster. Ce qui ne fonctionnait pas pour la RAF pourrait fonctionner pour les Américains. Les Britanniques mirent Grow en contact avec la Wilkinson Sword Company, une entreprise au pédigré curieux pour le développement d'armures en temps de guerre. Fondée en 1772, Wilkinson s'était bâti une réputation en fabriquant des épées, des baïonnettes et plus tard des rasoirs. Mais l'entreprise conservait une expertise en métallurgie et avait une longue histoire de travail sur l'armure, remontant à l'ère victorienne, lorsqu'elle produisait des gilets pare-balles pour les officiers britanniques servant dans les conflits coloniaux.
Pendant la Première Guerre mondiale, Wilkinson avait fabriqué des gilets pare-balles pour les officiers, bien que le poids les rendait impopulaires. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise avait déplacé la majeure partie de sa production vers les systèmes de suppression d'incendie d'avions, mais elle conservait le savoir-faire technique pour travailler avec les plaques de blindage. Grow se rendit à l'établissement de Wilkinson en octobre 1942 avec ses designs préliminaires et ses données médicales. La collaboration qui suivit représenta un partenariat inhabituel entre la médecine militaire et la fabrication civile. Grow apporta sa compréhension de la balistique des blessures et de l'anatomie humaine. Wilkinson contribua par son expertise en métallurgie et en ingénierie de production. Ensemble, ils affinèrent le design à travers de multiples itérations, chacune équilibrant protection, poids et flexibilité. Le design final consistait en 3 pièces séparées. Le gilet principal couvrait le torse devant et derrière. Une pièce de tablier séparée protégeait le bas-ventre et l'aine. Une pièce supplémentaire pouvait être configurée pour protéger des postes d'équipage spécifiques, comme le mitrailleur de tourelle ventrale, qui faisait face à des angles de menace uniques. Chaque section incorporait des plaques carrées de 5 cm de côté en acier au manganèse. Chaque plaque avait approximativement 1 mm d'épaisseur. Les plaques se chevauchaient légèrement, cousues dans des poches à l'intérieur d'une coque extérieure en toile épaisse, doublée de coton doux pour le confort. L'innovation critique fut le choix de l'acier au manganèse. Cet alliage fournissait une dureté suffisante pour arrêter ou dévier les fragments à vélocité réduite tout en restant assez fin pour garder un poids gérable. Chaque carré d'acier ne pesait que quelques onces, mais collectivement, il fournissait une couverture pour les zones vitales du torse. La combinaison complète du gilet et du tablier pesait approximativement 10 kilos, substantiel, mais non prohibitif, compte tenu des vies en jeu. Le design incluait un mécanisme de largage rapide, composé de cordons et de attaches de couleur. Tirer le cordon rouge de largage permettrait d'éjecter instantanément tout le système d'armure, répondant aux inquiétudes concernant les équipages ayant besoin de s'éjecter ou d'échapper rapidement à un avion endommagé. Début 1943, Wilkinson avait produit des prototypes de tenues d'armure pour les tests. Les tests commencèrent en mars 1943 avec des équipages recevant les gilets fabriqués par les Britanniques. Les premières missions avec l'armure montrèrent des résultats prometteurs. Des membres d'équipage blessés commencèrent à se présenter dans les hôpitaux de campagne portant des gilets d'armure endommagés qui avaient arrêté des fragments. Les officiers médicaux examinèrent les gilets et trouvèrent des fragments de flaques incrustés dans les plaques d'acier arrêtées avant de pénétrer complètement. Les fragments avaient perdu assez d'énergie en voyageant de l'explosion de flaques jusqu'à l'avion pour que l'acier au manganèse fin soit suffisant pour les vaincre. Au printemps 1943, la demande pour les tenues d'armure commençait à croître. Le mot se répandit à travers les bases de la 8e Air Force en Angleterre. La capacité de production britannique via Wilkinson Sword ne pouvait pas répondre à la demande croissante. Les installations de l'entreprise étaient déjà engagées dans d'autres priorités de production de guerre. Ils pouvaient produire peut-être 100 tenues d'armure par mois, bien loin des milliers nécessaires pour équiper la flotte de bombardiers en expansion de la 8e Air Force. À l'été 1943, le colonel Grow travailla à organiser la production nationale. Le département de la guerre autorisa la production immédiate d'armures fabriquées aux États-Unis. Le contrat était inhabituel en ce qu'il impliquait une collaboration entre les arsenaux militaires et les fabricants civils, y compris le Metropolitan Museum of Art de New York. L'atelier d'armure du musée, staffé par des experts en armure médiévale et des artisans qualifiés, devint l'installation principale de recherche et de design. Ces spécialistes étudièrent les designs d'armure historiques, particulièrement l'armure de brigandine du XVe siècle, et adaptèrent les principes aux matériaux modernes et aux techniques de fabrication. Stephen Granksey, conservateur du département des armes et armures du Metropolitan Museum, dirigea l'effort de recherche. Son article de 1945 dans le Metropolitan Museum of Art Bulletin décrivit le processus. Le design du gilet d'armure M6,
qui est la dernière armure de voilier standardisée, est basée sur l'une des brigandines du musée, datant d'environ 1400. Les armures dans les salles d'exposition sont constamment étudiées pour des suggestions et aucun type qui semble détenir la moindre promesse d'adaptation n'est négligé. L'armure lourde pour le sport militaire de la joute, l'armure de bataille plus légère, les cottes de mailles, l'armure d'écaille et les pourpoints matelassés de la Renaissance ont tous été soigneusement examinés. La collaboration entre les experts en armure médiévale et les ingénieurs militaires modernes représenta l'un des partenariats de recherche les plus inhabituels de la guerre. Les artisans du musée, qui normalement restauraient des artefacts historiques inestimés, concevaient maintenant un équipement salvateur pour les équipages de bombardiers. L'expertise accumulée au cours des siècles de développement d'armure était soudainement pertinente à nouveau à l'âge de la guerre aérienne. La production américaine commença mi-1943 avec plusieurs installations produisant des variations du design de base. Le gilet standardisé M1 utilisait du tissu en nylon au lieu de la toile pour la coque extérieure. Une modification qui améliorait la résistance à l'eau et la durabilité. La doublure en coton fut conservée pour le confort. Les plaques d'acier restaient aux mêmes spécifications développées avec Wilkinson Sword. La production augmenta rapidement alors que les fabricants, à travers les États-Unis, commençaient à recevoir des contrats. Le 5 octobre 1943, le gilet de voilier M1 fut officiellement adopté comme équipement standard pour tous les équipages de bombardiers de la 8e Air Force. Le mémo d'autorisation spécifiait que chaque membre d'équipage de combat recevrait une armure appropriée à sa position dans l'avion. La décision représentait une entreprise logistique massive. La 8e Air Force s'étendait rapidement à l'automne 1943. De nouveaux groupes de bombardement arrivaient en Angleterre chaque mois. Chaque groupe nécessitait des centaines de tenues d'armure. Le gilet M1 pesait 8 kilos et 200 grammes, plus léger que le modèle britannique Wilkinson en raison d'améliorations dans l'agencement des plaques et la sélection du tissu. Les pilotes et copilotes qui étaient assis sur des sièges blindés, les protégeant par le bas, recevaient un gilet M2 modifié avec moins de couverture à l'arrière. Les mitrailleurs de tourelle ventrale recevaient le tablier M3 conçu pour les confins exigus de leur position. Les mitrailleurs de sabord recevaient le tablier M4 optimisé pour les positions debout. Les bombardiers, navigateurs et autres personnels assis recevaient l'armure inguinale M5 pour compléter le gilet principal. Le design modulaire permettait aux équipages de configurer la protection en fonction de leur exposition spécifique aux menaces. La résistance initiale au port de l'armure s'évapora rapidement une fois que les équipages en firent l'expérience au combat. Début 1944, le programme d'armure s'était étendu pour inclure un équipement de protection supplémentaire. Le casque M3, développé spécifiquement pour les équipages de bombardiers, offrait une meilleure protection contre les éclats que les casques d'infanterie standards. Le casque utilisait des bandes chevauchantes d'acier au manganèse sur une base de casque de vol en cuir. Le casque gros, nommé d'après son inventeur, comportait 5 bandes d'acier chevauchantes qui pouvaient arrêter des fragments qui auraient pénétré les designs de casques standards. Une étude complète, menée par les officiers médicaux de la 8e Air Force, examina les taux de perte en comparant les équipages blindés aux non blindés. L'étude documentée dans les histoires officielles de l'Army Medical Department examina 1117 pertes au combat provenant de groupes de bombardement lourds. Parmi les équipages ne portant pas de gilet pare-balles, les décès par blessures à la poitrine étaient de 36% et les blessures abdominales de 39%. Parmi les équipages blindés, ceux-ci chutaient à 8% et 7% respectivement, représentant une réduction de 77,1% des décès par blessure thoracique et de 82,1% pour les blessures abdominales. Une analyse supplémentaire montra une réduction de 58% des individus blessés et de 60% du total des blessures subies parmi les équipages de bombardiers après l'introduction de l'armure.
L'armure ne pouvait pas prévenir tous les décès. Les blessures à la tête restaient mortelles, quelle que soit la protection du torse. Les blessures aux membres continuaient de causer des pertes. Des fragments frappant à des angles extrêmes pouvaient parfois pénétrer par les interstices. Des impacts directs de projectiles de plus gros calibre pouvaient vaincre les fines plaques d'acier. Mais l'armure réussit sa mission principale en arrêtant la majorité des fragments à mouvement plus lent qui constituaient la menace principale pour les équipages de bombardiers. Le 14 octobre 1943 apporta la mission qui deviendrait connue sous le nom de Jeudi Noir. Le second raid sur les usines de roulement à billes de Schweinfurt vit 291 bombardiers B-17 engagés. 60 bombardiers furent perdus, 17 autres endommagés au-delà de toute réparation et 121 revinrent avec des dommages de combat. Les pertes furent dévastatrices, représentant plus de 20% de la force d'attaque. Les officiers médicaux, examinant les équipages revenant, trouvèrent que l'armure avait prévenu de nombreuses pertes supplémentaires. Des membres d'équipage montraient des gilets endommagés avec des fragments incrustés dans les plaques d'acier. Sans l'armure, le bilan des pertes aurait été encore plus élevé. Mais l'armure ne pouvait pas surmonter les défis fondamentaux du bombardement stratégique diurne en 1943. Même avec une protection, les équipages faisaient face à des probabilités écrasantes pendant les mois les plus sombres de la guerre aérienne. Le tournant pour les opérations de bombardement ne vint pas de l'armure seule, mais de l'escorte de chasseurs. L'introduction des P-51 Mustang avec une autonomie suffisante pour escorter les bombardiers au plus profond de l'Allemagne changea l'équilibre tactique. Les chasseurs à long rayon d'action pouvaient engager les intercepteurs allemands avant qu'ils n'atteignent les formations de bombardiers. La combinaison d'une meilleure escorte de chasseurs et des gilets pare-balles créa une synergie qui améliora dramatiquement les taux de survie au printemps 1944. Au moment de l'invasion de Normandie en juin 1944, la 8e Air Force était devenue une force combattante aguerrie. Des milliers d'avions menaient des frappes de précision contre les réseaux de transport français et les défenses allemandes. Le programme d'armure avait équipé pratiquement tous les équipages de bombardiers. La production avait surmonté les pénuries initiales. À la fin de la guerre, 338 780 gilets M1 avaient été produits avec 95 919 gilets M2. L'un des aspects les plus remarquables du programme d'armure était la rapidité avec laquelle il fut mis en œuvre une fois le besoin reconnu. De l'analyse initiale du colonel Grow en octobre 1942 à la production à grande échelle fin 1943, il ne fallut qu'un an. Ce calendrier incluait le développement du design, les tests des prototypes, la sélection des contractants, l'augmentation de la production et la logistique de distribution. Le programme représentait aussi une coopération alliée efficace. Les Britanniques fournirent la capacité de production initiale via Wilkinson Sword. Les métallurgistes britanniques contribuèrent par leur expertise en alliage d'acier. Le Royaume-Uni fournit 9600 gilets par éclat à l'USAF dans le cadre du pré-bail inversé. Les fabricants américains augmentèrent la production en utilisant les designs britanniques comme fondation. Le Metropolitan Museum of Art fournit la recherche en design qui améliora les versions américaines. La collaboration franchit les frontières organisationnelles d'une manière peu commune, même en temps de guerre. Le colonel Malcolm Grow continua ses innovations tout au long de la guerre. Au-delà du gilet pare-balles, il développa de meilleurs systèmes à oxygène qui réduisaient l'hypoxie à haute altitude. Il fut le pionnier des maisons de repos où les équipages stressés par le combat pouvaient récupérer entre les missions. Il institua des programmes de dépistage psychiatrique et de soutien qui réduisirent les dépressions nerveuses dues à la fatigue du combat. Son approche holistique de la santé des équipages abordait simultanément les défis physiques et mentaux. En juillet 1943, le colonel Grow reçut la Legion of Merit pour avoir développé le gilet pare-balles afin de protéger les équipages de combat. La citation notait qu'une étude des blessures montrait que près de 70% étaient causées par des missiles de relativement faible vélocité et qu'il avait ouvert la voie dans le développement d'un gilet pare-balles léger et d'un casque en acier qui sauvèrent de nombreuses vies et améliorèrent matériellement le moral des équipages de combat.
En mai 1944, le général Grow reçut la Distinguished Service Medal pour avoir développé un dispositif pour protéger les mitrailleurs du souffle du vent, des vêtements chauffants électriques, des gants, des bottes, des chauffe-mains et des sacs pour blessés, des protège-visages et coups résistants au vent et au feu, et une ration de combat spéciale pour les longues missions de bombardement. Les cas d'engelure diminuèrent et l'efficacité des vols augmenta. Après une étude des échecs psychiatriques au combat, il contribua à instituer des maisons de repos, un nouveau système de permission spéciale et une formation spéciale pour les officiers médicaux dans les unités tactiques. Après la guerre, Grow fut nommé chirurgien de l'air intérimaire pour les Army Air Force en 1945 et chirurgien de l'air en 1946. Lorsque l'United States Air Force devint un service indépendant en 1947, le service médical resta initialement avec l'armée. Le 1er juillet 1949, Malcolm Grow devint le premier chirurgien général de l'United States Air Force, servant jusqu'au 30 novembre 1949. Il prit sa retraite avec le grade de major général le 1er décembre 1949. Il mourut le 20 octobre 1960 à l'âge de 72 ans, ayant vécu pour voir l'épanouissement complet du programme de gilet pare-balles qu'il avait initié. Les leçons tirées du programme d'armure de la Seconde Guerre mondiale influencèrent le développement de l'équipement de la guerre de Corée. Le gilet M 1952 distribué aux troupes au sol en Corée utilisait du nylon balistique au lieu des plaques d'acier, mais suivait les mêmes principes de design modulaire. Les gilets par éclat de l'ère du Vietnam incorporaient des matériaux améliorés, mais conservaient le concept de base d'une armure flexible offrant une protection contre les fragments. L'armure corporelle moderne, avec des plaques en céramique et du tissu en Kevlar, représente une avancée technologique, mais suit la même approche fondamentale que le colonel Grow, pionnière en 1942. L'héritage de l'innovation du colonel Malcolm Grow s'étend jusqu'à nos jours. Chaque policier portant un gilet pare-balles, chaque soldat équipé d'une armure corporelle, chaque personne dont la vie a été protégée par la technologie d'armure flexible doit une dette au programme du gilet par éclat de la Seconde Guerre mondiale. L'armure corporelle moderne a évolué technologiquement bien au-delà du gilet de volier M1, mais le fondement conceptuel reste inchangé. Les plaques en céramique et le tissu en Kevlar d'aujourd'hui sont plus efficaces que les carrés d'acier au manganèse cousus dans de la toile, mais ils servent la même fonction en fournissant une protection contre les fragments et les projectiles qui autrement tueraient ou blesseraient. L'histoire de comment le développement d'un gilet en acier par un chirurgien sauva des milliers de vies ne contient pas d'héroïsme dramatique sur le champ de bataille. Il n'y a pas de dernier carré ou de victoires impossibles contre des forces écrasantes. Au lieu de cela, c'est une histoire d'observation minutieuse, d'analyse de données, de résolution créative de problèmes et de persistance bureaucratique. Le colonel Grow vit des schémas dans les blessures qu'il traitait. Il connecta ces schémas à une solution tirée de l'histoire. Il collabora avec des partenaires improbables pour développer et tester cette solution. Il défendit son adoption malgré le scepticisme. Il réussit parce que les preuves étaient indéniables et le besoin désespéré. Le programme du gilet par éclat démontra que la technologie peut sauver des vies, même dans les environnements les plus létaux, si les bons problèmes sont identifiés et traités systématiquement. La protection ne nécessite pas une invulnérabilité parfaite. Elle nécessite une protection adéquate contre les menaces les plus communes pour réduire les pertes à des niveaux acceptables. Le gilet de volier M1 ne pouvait pas tout arrêter, mais il n'en avait pas besoin. Il devait arrêter la plupart des fragments la plupart du temps, et c'est exactement ce qu'il fit. L'offensive combinée des bombardiers exigea un tribut terrible. À la fin de la guerre, les 8e et 15e Air Force subirent ensemble plus de 27 000 tués au combat et 9 000 autres blessés au combat. Le Bomber Command de la RAF perdit plus de 55 000 hommes tués avec environ 18 000 blessés. L'ampleur des pertes soulignait l'importance de toute mesure pouvant améliorer les taux de survie. L'armure corporelle représenta l'une des initiatives de sauvetage les plus efficaces de toute la guerre aérienne, avec des réductions documentées des pertes de 60% au global et de plus de 77% pour les blessures mortelles au torse.
Les équipages de bombardiers qui volèrent à travers les cieux remplis de flaques au-dessus de l'Allemagne en 1944 avaient des probabilités de survie dramatiquement meilleures que ceux qui effectuèrent les mêmes missions en 1942. De meilleurs chasseurs aidèrent, des tactiques améliorées aidèrent. Mais l'armure corporelle aida plus que la plupart des gens ne le réalisent, car elle s'attaquait à la cause la plus commune des pertes. Des milliers d'aviateurs survécurent à leur tour de combat et revinrent chez eux, parce qu'un chirurgien insista sur le fait que leurs blessures étaient évitables et travailla sans relâche pour le prouver. Le Malcolm Grow Medical Center, à la base aérienne d'Andrews, porte son nom, assurant que les générations futures de personnel médical de l'Air Force se souviendront du chirurgien qui fut le pionnier de l'armure corporelle moderne. Ces innovations en médecine aéronautique s'étendirent bien au-delà du gilet pare-éclat. Il développa une protection contre le souffle du vent pour les mitrailleurs, des vêtements chauffants électriques qui réduisirent les engelures, des systèmes à oxygène améliorés, des programmes de soutien psychiatrique et des installations de repos pour les aviateurs stressés par le combat. Chaque innovation aborda un problème spécifique identifié à travers une analyse systématique des données médicales. Le Metropolitan Museum of Art créa des expositions dans les décennies suivantes montrant le lien entre l'armure de brigandine médiévale et les gilets pare-éclat modernes. Les expositions présentèrent une brigandine du XVe siècle à côté d'un gilet de volier M1, démontrant comment le principe des petites plaques superposées avait été adapté de l'armure ancienne aux matériaux modernes. Les conservateurs du musée notèrent que le défi éternel de la guerre de protéger les soldats avait trouvé de nouvelles solutions à travers l'application créative de la connaissance historique. La Wilkinson Sword Company reprit la production civile après la guerre, retournant aux rasoirs et aux outils de jardinage, mais l'entreprise conserva la fierté de sa contribution en temps de guerre au programme du gilet pare-éclat. Les historiques de l'entreprise, publiés dans les décennies suivantes, consacrèrent une place significative à la collaboration avec le colonel Grow et au développement de l'équipement de protection qui sauva des milliers de vies américaines. L'histoire du développement du gilet pare-éclat contient des leçons qui restent pertinentes des décennies plus tard. L'innovation vient souvent de sources inattendues. Un officier chirurgical, et non un spécialiste de l'approvisionnement, identifia le problème et proposa la solution. Un fabricant d'épées, et non une entreprise d'armure, fournit la capacité de production initiale. Un musée des beaux-arts, et non un laboratoire de recherche militaire, fournit l'expertise critique en design. Le programme réussit car il puisa dans des sources diverses de connaissances et de capacités. Le programme démontra aussi la valeur de la prise de décision basée sur les données. La proposition initiale du colonel Grow reposait sur des statistiques médicales solides. Les tests fournirent des preuves claires de l'efficacité. L'expansion vers la production à plein temps fut justifiée par les réductions de pertes dans les unités utilisant l'armure. À chaque étape, les décisions étaient basées sur des preuves plutôt que sur des hypothèses. Cette approche rigoureuse surmonta le scepticisme et la résistance bureaucratique. Peut-être plus important encore, le programme montra que des vies pouvaient être sauvées grâce à une technologie de protection, même dans des environnements létaux. La sagesse conventionnelle, en 1942, soutenait que les opérations de bombardiers au-dessus de l'Allemagne seraient tout simplement sanglantes. Des pertes élevées étaient supposées inévitables. Le colonel Grow rejeta ce fatalisme. Il croyait qu'une meilleure protection pouvait réduire les pertes, même si elle ne pouvait pas les éliminer entièrement. Sa croyance, étayée par des preuves médicales et une expertise en ingénierie, s'avéra correcte. Le gilet pare-éclat se tient comme l'une des innovations militaires rapides les plus réussies de la Seconde Guerre mondiale. De l'identification du problème en octobre 1942 à la mise en œuvre complète, fin 1943, représente un calendrier exceptionnellement rapide pour un programme qui nécessitait un nouveau design d'équipement, des tests, la négociation de contrats, l'augmentation de la production et la logistique de distribution. Le succès résulta de preuves claires du besoin d'un design de solutions pratiques, d'une collaboration efficace entre entités militaires et civiles et d'un soutien inébranlable du commandement de l'Air Force, qui reconnut que protéger les équipages était essentiel pour soutenir la campagne de bombardement.
Dans les annales de la médecine militaire, le développement du gilet pare-balles pour les équipages de bombardiers par le colonel Malcolm Grow représente un triomphe de l'observation systématique et de l'innovation fondée sur des preuves. Il vit des schémas dans les pertes qu'il traitait, identifia une cause évitable, conçut une solution pratique, prouva son efficacité à travers des tests et persévéra jusqu'à ce qu'elle devienne un équipement standard. Son travail établit des principes qui continuent de protéger le personnel militaire et les forces de l'ordre aujourd'hui. Le concept fondamental reste inchangé. Identifier la menace, concevoir une protection appropriée, équilibrer le poids contre l'efficacité, tester dans des conditions réelles et distribuer comme équipement standard. Les mathématiques de la guerre aérienne furent modifiées fondamentalement par l'introduction de l'armure corporelle. Avant l'armure, approximativement 36% des équipages touchés par des fragments à la poitrine mourraient. Après l'armure, ce taux de mortalité chuta à 8%. L'amélioration de la capacité de survie changea la psychologie des équipages de bombardiers, les tactiques, et contribua finalement aux résultats de la campagne aérienne. Les équipages qui croyaient avoir une chance raisonnable de survivre à leur tour volaient avec plus de confiance. Les commandants pouvaient planifier des missions plus agressives, sachant que les taux de perte d'équipage étaient gérables. L'histoire sert de rappel que l'innovation vient souvent de lieux inattendus, que les systèmes bureaucratiques peuvent être navigués lorsque les enjeux sont clairs, que la collaboration par-delà les frontières produit de meilleurs résultats que les efforts isolés, et que les décisions basées sur les données mènent à de meilleurs résultats que les hypothèses. Plus important encore, cela nous rappelle que les individus peuvent faire des différences qui résonnent à travers les générations. Un chirurgien travaillant avec une entreprise d'épée et un musée créa une solution qui sauva des milliers de vies et changea la façon dont les militaires pensent à protéger leurs personnes. Dans leur transformation du concept à la réalité, résidait non seulement le salut d'aviateurs individuels, mais la validation d'un principe qui reste vital aujourd'hui. Que l'observation minutieuse, la pensée créative et le plaidoyer persistant peuvent surmonter même les défis les plus décourageants lorsque des vies sont en jeu. C'est l'héritage durable du programme du gilet pare-éclat du colonel Malcolm Grow, un témoignage de ce qu'un individu déterminé peut accomplir lorsqu'il est armé de données, de dévouement et d'un engagement inébranlable à protéger ceux qui servent.